Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va passer en revue les nouveautés à paraître en avril 2025 chez Urban Comics. Comme d'habitude, si vous notez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à venir les signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Un mois d'avril qui sera placé en bonne partie sous le signe des Elseworlds. Si vous ne connaissez pas, les Elseworlds, c'est grosso modo l'équivalent des What If chez Marvel. Il s'agit pour les auteurs de réinventer les principaux personnages de l'univers DC dans un cadre différent, un monde différent, une époque différente, ou en modifiant leur histoire personnelle. Elseworlds, c'est un label que DC Comics avait lancé en 1989 et qui avait été assez productif jusqu'au début des années 2000 avant de progressivement s'étioler et de s'éteindre. Jusqu'à l'an dernier, lorsque DC a annoncé le lancement d'une demi-douzaine de nouveaux titres, parmi lesquels Gotham by Gaslight, The Kryptonian Age, Dandy Diggle et Leandro Fernandez. Une mini-série qui est la suite d'un one-shot qui lui date de 1989, signé Brian Augustine et Mike Mignola, et qu'Urban réédite pour l'occasion. Gotham by Gaslight, le récit original donc, imagine que Batman est apparu non pas de nos jours, mais à la fin du 19e siècle, dans une Gotham City en plein boom économique et industriel, un essor qui va de pair avec une hausse en flèche de la criminalité. Et c'est dans ce contexte que Bruce Wayne revient dans sa ville natale après quelques années passées en Europe. Mais il n'est pas le seul à débarquer à Gotham City, puisque, dans le même temps, un tueur va commencer à frapper dans les bas-fonds de la ville, un certain Jack l'Éventreur. Au fil des ans, Gotham by Gaslight est devenu un classique, et à juste titre, tant pour son scénario dans lequel Brian Augustine jongle habilement avec de nombreuses références, que pour ses planches dans lesquelles Mike Mignola se révélait comme un artiste de premier plan. Cette nouvelle édition propose également la suite de ce récit, Master of the Future, toujours écrit par Augustine, mais dessiné cette fois par l'excellent Eduardo Barreto, dans un registre plus classique, mais graphiquement tout aussi réussi. Ce second volet relève davantage du steampunk, avec son vilain qui menace Gotham City du haut de son aéronef qui surplombe la ville. Enfin, plus anecdotique, Urban a décidé d'ajouter également les 2 épisodes de Shazam estampillés Convergence, de Jeff Parker et Evan Doug Shainer, un récit qui voit l'univers de la famille Marvel percuter celui de cette Gotham du 19e siècle. Le scénario est pas déplaisant, et les planches de Shainer sont comme toujours très belles. Et donc, sorti le même jour de Gotham by Gaslight, The Kryptonian Age, Dandy Diggle et Leandro Fernandez. Cette fois, le récit ne se focalise pas sur Batman, mais il va introduire dans cet univers les autres membres de la Justice League qu'on connaît, de Green Lantern à Wonder Woman, en passant par Superman, évidemment, le tout sur fond de menaces cosmiques. Il s'agit de la première partie d'un récit dont la suite n'est pas encore parue aux États-Unis, plutôt réussi dans sa manière de réinventer son casting, et surtout dessiné par un Leandro Fernandez en pleine forme, dans un style assez proche de celui de Mignola. Autre nouveauté qui porte le label Elseworlds, Dark Knights of Steel All Winter, qui fait suite à la maxi-série Dark Knights of Steel qu'Urban avait publiée en 2 tomes, mais qui à l'époque ne portait pas encore l'étiquette Elseworlds, une maxi-série qui réinventait les principaux personnages d'ici dans le cadre d'un univers de fantasy chevaleresque et féodal. Ce nouveau volume est composé de 2 récits indépendants, le premier, le plus réussi des 2 à mon avis, signé Jay Christophe et Tirso, met en scène Deathstroke, chargé d'une mission qui va l'amener à revisiter toutes ses erreurs passées. Le scénario est classique mais fonctionne bien, en parvenant à maintenir une certaine tension tout du long. Quant à Tirso, un dessinateur qui ne m'est pas du tout familier, il réalise une très belle prestation, tout en noir et blanc, ou presque. Disons qu'il utilisait la couleur qui avec parcimonie et dans un cadre très précis, ce qui d'une certaine manière rapproche ce récit de l'excellent Chroma de Lorenzo De Felici, paru en France fin 2023 chez Delcourt. Le second récit au sommaire, qu'on doit à Tom Taylor et Riccardo Federici, me semble un peu moins réussi et s'intéresse aux origines de celui appelé un jour à devenir Aquaman. Autant la série originale Dark Knights of Steel m'avait laissé assez indifférent, autant cette suite, qui peut presque se lire sans qu'on ait lu les 2 tomes précédents, est franchement une bonne surprise. En revanche, c'est pas le nouveau volet de DC Vampires, World War V, qui va me réconcilier avec les vampires. Cette suite aux 3 tomes précédents, toujours signés Matthew Rosenberg et Otto Schmidt, m'attire toujours aussi peu. Il faut dire que les planches d'Otto Schmidt aident vraiment pas à se plonger dans cette histoire. Si vous avez aimé les volumes précédents, vous y trouverez sans doute votre compte. Si Blood Hunt chez Marvel ne vous a pas définitivement vacciné contre les vampires, là aussi, pourquoi ne pas tenter? Sinon, mon conseil, passez votre chemin. Un titre qui paraît en Black Label mais qui aurait tout à fait eu sa place en Elseworlds, c'est Superman Space Age de Mark Russell et Mike Allred. Le Superman qu'on y suit n'est pas exactement celui qu'on connaît, ni son monde similaire à celui auquel on est familier.
Superman Space Age se déroule sur une vingtaine d'années, en temps réel, des années 60 aux années 80, un peu sur le modèle du Fantastic Four Life Story que Russell avait écrit chez Marvel. Mais j'avoue préférer de loin ce Space Age, d'une part pour les dessins toujours joliment foutraques de Michael Red, et puis aussi pour la noirceur assez inattendue de cette histoire, dont il nous est dit d'emblée qu'elle ne se terminera pas bien, et qui de fait baigne en permanence dans une ambiance pré-apocalyptique. Urban a un peu traîné à publier ce récit, disponible depuis 2 ans aux États-Unis, mais ça valait le coup d'attendre. Mais l'événement du mois chez Urban, c'est probablement la sortie du premier tome de The Nice House by the Sea de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno, la suite de The Nice House on the Lake, qu'il n'est plus nécessaire de présenter tant les 2 tomes de ce récit ont fait un carton. Une suite qui paraît sous le label Vertigo, encore un nom qui avait disparu ces dernières années et qui fait son retour ici. Bon, pour ce qui est de cette suite, je suis très mal placé pour en parler. Je dois faire partie des 3 lecteurs et demi qui n'ont pas du tout aimé The Nice House on the Lake, qui en ce qui me concerne cochait absolument toutes les mauvaises cases. Pas grave, vu les ventes stratosphériques de la première série, Urban n'a pas besoin de moi pour que cette suite soit un succès. De James Tynion IV, j'attendais avec beaucoup plus d'impatience le nouveau tome de The Department of Truth, qui avait marqué une pause le temps que Tynion et Martin Simmons réalisent ensemble leur Dracula, qu'Urban a publié l'an dernier. Ce nouveau volume contient 2 récits. Le premier est consacré au patron du Department of Truth, Lee Harvey Oswald, et il revisite sa vie en essayant de donner une explication aux nombreuses contradictions qui la jalonnent. C'est comme toujours assez remarquable, mais il vaut mieux être un minimum familier avec l'histoire réelle du personnage pour pas être complètement largué. L'autre récit est consacré à une autre icône américaine, Marilyn Monroe. 2 épisodes un peu moins réussis, et surtout dessinés par Allison Sampson, dont je n'apprécie définitivement pas le dessin. Malgré ces quelques réserves, The Department of Truth reste la série la plus passionnante de ces dernières années, et c'est un titre que je ne me lasse jamais de conseiller. Et pour en terminer avec James Tynion IV, sorti du tome 8 de Something is Killing the Children, toujours dessiné, bien entendu, par Werner Del Hedera. On reproche souvent à James Tynion IV une écriture excessivement décompressée sur cette série, un reproche tout à fait mérité à mon avis, mais dans ce volume, une fois n'est pas coutume, chaque épisode raconte une histoire différente, 5 histoires en tout centrées sur le personnage d'Erika, et qui viennent souligner tout le poids que porte la jeune femme sur ses épaules. On aura également droit en avril à une nouvelle salve d'Urban Nomad, la 2e de l'année, avec le 8e tome de Fable, toujours par les inséparables Bill Willingham et Mark Buckingham, et le 2e tome de l'excellent Gotham Central, écrit à tour de rôle par Ed Brubaker et Greg Rucka, et dessiné très majoritairement par Michael Lark. Et puis, on a une nouvelle série qui rejoint la collection, Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon, une arrivée que pas mal de lecteurs, semble-t-il, attendaient depuis un moment. Ce sera donc chose faite avec la sortie de 2 premiers tomes qui réuniront les 26 premiers numéros de la série. Preacher est certainement parmi ce que Garth Ennis a écrit de plus violent, de plus trash et de plus blasphématoire, mais c'est aussi une vraie et belle histoire d'amour, parce que Ennis, en vrai, c'est un grand sentimental. Dernière Urban Nomad du mois, mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui reprend les numéros 0 à 8 de la série de 2011. Une série qui se focalise plus particulièrement sur la relation entre le père et le fils, Bruce et Damian Wayne, et où les deux mesurent au fil des pages ce qui les unit et ce qui les sépare. Et l'apparition d'un nouveau personnage va permettre à Tomasi de pousser leur relation jusqu'à la limite du point de rupture. C'est très intelligemment écrit et c'est spectaculairement mis en scène par Patrick Gleason, avec l'apport très appréciable de Mick Gray à l'ancrage. Côté DC Universe classique, rien de neuf, hormis le 3e et dernier tome d'Absolute Power, qui conclut cet event, avec également au sommaire les 3 numéros de la mini-série Absolute Power Origins, qui revient plus précisément sur le parcours d'Amanda Waller, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Absolute Power marque assez nettement la fin d'une époque. Pour la nouvelle, rendez-vous en mai et juin. En grand format urbain, outre The Nice House by the Sea dont j'ai déjà parlé, sortie du 2e et, pour l'instant au moins, dernier tome de Briar, de Christopher Cantwell et Alex Lins, qui remplace Jermaine Garcia au dessin, et à mon avis, on y perd au change. Ceci dit, cette réécriture du conte de la Belle au bois dormant ne m'avait pas plus emballé que ça dans son premier tome, et j'ai abandonné avant la fin de ce second. Je recommande bien davantage le tome 2 de Sacrifice par Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Araujo qui signent les 2 derniers épisodes de ce 2e tome. On continue de naviguer entre le domaine des dieux et celui des humains et les choses y prennent une tournure plus violente que jamais au moment où les dieux s'avèrent incapables de venir en aide à leurs fidèles au moment où ils en ont le plus besoin.
Côté scénario, c'est du Rick Remender très noir mais en très grande forme. Et côté dessin, le grand format de la collection est idéal pour apprécier au mieux les planches assez sublimes des deux artistes. Signalons pour terminer que le tome 2 de l'intégrale 100 Bullets, qui devait sortir le mois dernier, devrait finalement atteindre les librairies le 11 avril, et que le quatrième et avant-dernier numéro de The One Hand and the Six Fingers est attendu pour la fin du mois. Et puis, j'ai failli l'oublier, mais vendredi 18 avril, ce sera le Superman Day. Et pour l'occasion, Urban Comics édite un album collector qui sera offert pour l'achat de 2 titres Superman, hors titre Urban Nomad. Le collector en question s'intitulera Pour celui qui a déjà tout, et il s'agit de la version noir et blanc de Superman Annual numéro 11 de 1985, un récit signé Alan Moore et Dave Gibbons. Et c'est un très beau récit qui fait un portrait assez émouvant et sensible de Superman. J'en dis pas davantage, je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas, et au cas où vous ne parviendriez pas à en récupérer un exemplaire, ce récit est également disponible, en couleur cette fois, dans l'album Alan Moore présente DC Comics, sorti fin 2023 et toujours disponible, et qui propose à son sommaire un bon paquet d'excellents récits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi de temps en temps retrouver les lectures de Quack Quintet et de Bad Quack sur Instagram, on verra ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.